l'exercice de la journée, à savoir une table ronde avec 3 invités. Je voulais, avant de les appeler, remercier l'Académie d'agriculture de France qui soutient la manifestation et également Crédit Agricole SA qui soutient également la manifestation et qui va nous aider à rapidement sortir les actes de ce colloque. Alors, j'appelle pour me rejoindre sur scène François Purseigle, Hervé Lejeune et Jean-Louis Chandelier. Président, vous arriverez à réduire votre... vous vous adapterez? On va essayer de ne pas trop dépasser. On va dépasser, c'est certain. Maintenant, on va essayer de réduire le temps de dépassement. Hervé, mets-toi là. Alors, bon, on va essayer... Non, on avait pris de la hauteur juridique, là on va prendre de la hauteur tout court, avec trois sommités. Je vous présenterai au fur et à mesure de vos prises de parole, comme ça sera plus sympa. François Purseigle, tout d'abord, à qui je vais donner la parole en premier. François, vous êtes professeur des universités en sociologie à l'Institut national polytechnique de Toulouse. On ne présente plus vos travaux sur le concept de firme agricole. Je citerai parmi les ouvrages que vous avez dirigés, celui consacré au nouveau capitalisme agricole, de la ferme à la firme, paru en octobre 2017. Nous vous avions reçu pour un agri-débat spécial autour de cet ouvrage qui est passionnant, donc ouvrage paru aux presses de Sciences Po avec Geneviève Nguyen et Pierre Blanc. Vous étiez intervenu, on s'en souvient, au congrès de Bourges, consacré à la firme et le droit. Vous aviez parfaitement présenté le concept dont vous êtes un peu le papa, hein, on peut dire firme agricole. En tout cas, vous l'avez parfaitement décrit. Et vous êtes récemment co-titulaire de la chaire Germéa, vous pourrez nous en dire 2 mots, groupe d'études et de recherche sur les mutations de l'entreprise agricole, chaire qui est donc soutenue par Vivesia, et le 3e... Ah oui, Terena, Euralis, bon, de belles coopératives. Alors, effectivement, et membre de l'Académie d'agriculture de France, comme Hubert, qui est intervenu ce matin. Voilà pour le rappel de nos immortels qui sont intervenus ce jour. Ma première question, donc, c'est pour vous, François. Quelle place occupent les sociétés dans les mutations de l'entreprise agricole que vous observez? Parce qu'il est vrai que vous avez largement... travailler sur, et d'ailleurs c'était un besoin de votre part à l'époque, je me rappelle en 2017, vous aviez parfaitement décrit, j'allais dire, sociologiquement, la recomposition de l'entreprise et les nouvelles manières dont elle développait ses activités. Il y avait le pendant juridique, et vous avez travaillé depuis cette question avec des juristes, et vous êtes arrivé encore à une analyse un peu plus fine. Et je crois que maintenant, vous êtes un parfait connaisseur, en tout cas, non pas du droit appliqué aux sociétés, mais en tout cas de la manière dont les sociétés concourent à la recomposition du modèle agricole, on va dire. Disons qu'on cherche à comprendre ce que fait le droit aux entreprises agricoles et ce que l'entreprise fait au droit, et dans quelle mesure aussi l'évolution des structures sociétaires bouscule aussi un droit qui était assez singulier, et puis un type d'accompagnement juridique qui relevait essentiellement du droit rural. Et donc on cherche à comprendre comment, d'une certaine manière, le dirigeant aujourd'hui, ses associés, ses partenaires, et ça peut être aussi des entreprises de travaux, eh bien, reconfigurent les contours de l'entreprise agricole. Alors j'avais 1 ou 2 slides, mais qui reprennent... Est-ce qu'on peut les passer en régie? Voilà. Elles sont peut-être derrière. Jean-Louis...
donner des chiffres plus récents en fait sur l'évolution. Bon, c'est récent d'une année. Hein. Enfin, oui, d'une année. Donc moi, les votes sont de 2020, ceux de Jean-Louis sont de 2021. Oui, voilà. Donc en fait, c'est des données de la MSA, puisqu'en fait les chiffres du recensement agricole à ce jour ne disent pas grand-chose, puisque vous le savez qu'en fait ils n'ont pas été encore consolidés. Mais les chiffres de la MSA donnent quand même à voir cette affirmation de la forme sociétaire dans un certain nombre de filières. On voit que l'entreprise individuelle ne représentait plus en 2020 que 41% des exploitations, avec un maintien de la forme GAEC, et puis cette montée en puissance aussi de ce que je vais appeler la multi-appartenance sociétaire, un phénomène relativement invisible dans l'appareil de statistique agricole et qui est révélé assez bien par les données, par contre, de la mutualité sociale agricole. Alors, un chiffre de 10%, tu évoquais aussi ces 10% tout à l'heure, Jean-Louis. Une enquête que nous réalisons en ce moment même à Sciences Po, en partenariat avec la chaire Germéa, auprès d'un panel de 30 000 agriculteurs. Pour l'instant, on est à peu près un peu plus d'1 millier de chefs d'exploitation qui ont répondu, laisse à penser donc sur une population voilà, hein, qui n'est pas forcément représentative de la population des chefs d'exploitation, eh bien à la question combien de parts, ou du moins combien de parts dans plusieurs sociétés possédez-vous? On a aujourd'hui à peu près 20% des chefs d'exploitation interrogés qui déclarent être dans plusieurs sociétés à la fois. On a même donc entre 1 et 2 sociétés. On a même aujourd'hui 3% des agriculteurs interrogés qui auraient des parts dans 4, voire plus de 4 sociétés. Donc on a une majorité de chefs d'exploitation en sociétés qui ne sont pas dans plusieurs sociétés, mais quand même il y a un mouvement qui s'affirme autour d'une multi-appartenance de type sociétaire, en lien avec ce que je vais appeler non pas la diversification des systèmes d'exploitation, mais ce que j'appellerais plutôt la multispécialisation des systèmes d'exploitation qui va conduire aujourd'hui le métier d'agriculteur vers des changements en profondeur. Et on le voit bien quand on fait du travail sur le terrain, le métier d'agriculteur est en proie à des changements qui témoignent d'une complexité qui jusqu'alors était peu perceptible, notamment dans l'appareil de statistique. Et on voit que cette complexité, elle emprunte à d'autres secteurs. C'est-à-dire que le métier, je dirais les métiers de chef d'exploitation, empruntent tout autant au secteur industriel, commercial, artisanal. Et donc, sociologiquement, c'est intéressant de constater que cet appel à la société renvoie aussi à cette montée en complexité et à ces différents emprunts que ne permet pas toujours le droit rural. Parce que, effectivement, le recours à des formes de société qui ne relèvent pas de ce droit-là fait écho à la nécessité pour certains eh bien, de répondre à des injonctions qui émanent même des politiques publiques en matière de diversification, en matière de réponse à des questions même d'ordre environnemental ou territorial. Donc on voit bien que l'exercice, je dirais même, du métier de chef d'exploitation ne se confond plus avec le seul statut de chef d'exploitation. Et c'est pour ça que je pense que les termes du débat autour de la question du statut, on n'en a pas parlé, sont mal posés, puisque l'exercice même du métier de chef d'exploitation fait émerger, au contraire, de nouveaux statuts. Des statuts de direction, des statuts de délégation, des statuts d'exécution. Et finalement, un chef d'entreprise, en agriculture aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a recours à ces différentes façons de concevoir le métier, c'est-à-dire que être chef d'exploitation, c'est pas aujourd'hui savoir tout faire ou pouvoir tout faire. C'est aussi savoir diriger, savoir déléguer, et non pas simplement savoir exécuter. Donc, on a véritablement derrière cette montée en complexité, je dirais, une banalisation de l'entreprise agricole. Et c'est très intéressant, je pense, quand même sociologiquement, de voir que sur le plan juridique, cette banalisation s'inscrit souvent, en fait, non plus dans un seul régime sociétaire, mais dans plusieurs régimes sociétaires, et qu'elle s'apparente à d'autres secteurs, cette banalisation. Donc ça, je pense que c'est important. Pourtant, en dépit de cette montée en pluralité des exploitations agricoles, pourtant, en dépit de tout le discours sur la nécessaire reconnaissance de la diversité des modèles, en dépit de la reconnaissance de la diversité des réalités économiques et sociales, l'accent, et il est frappant de constater ça, l'accent est toujours mis sur la singularité qui caractériserait d'une certaine manière l'exploitation agricole. Comme si l'exploitation agricole était assignée à une condition qui ne la caractérisait plus. Comme si l'entreprise agricole ne pouvait pas se banaliser. Comme si
d'une certaine manière, l'impensable était en train d'advenir, comme si la reconnaissance de cette parité ne pouvait plus être acceptée. Et c'est très intéressant de voir que finalement, la diversification, la dispersion des modèles agricoles est l'un des impensés les plus prégnants de notre société française. C'est-à-dire que, comme si on était dans l'incapacité de penser ce qui était en train d'advenir, c'est-à-dire ces emprunts, cette banalisation de l'entreprise agricole. Et c'est très intéressant de constater que cette impensée est soutenue aujourd'hui par un imaginaire à la fois politique, un imaginaire professionnel, qui conduit un certain nombre de représentants, quels qu'ils soient, à plonger dans une nostalgie parce qu'on a du mal à penser l'entreprise agricole par-delà cet ordre rêvé des campagnes qui laisserait à penser que seules les entreprises individuelles puissent exister à l'échelle des territoires. Et donc c'est quand même intéressant de voir que la banalisation qui s'opère et qui est à l'œuvre depuis maintenant 10 ou 15 ans est quelque chose qui interpelle, voire même rend rétif certains professionnels. Or, une exploitation agricole, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est parfois, non pas une société, une SCEA, c'est parfois une SCEA, 2 SCEA, 3 SCEA. Et l'appareil de statistique est bien dans l'incapacité de donner à voir le visage de cette entreprise que nous avons étudiée. C'est pas toujours ça. Hein. Alors, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça, mais c'est pas si complexe que ça. Parce qu'il y a beaucoup plus complexe. Oui. Je vous montre pas non plus l'entreprise la plus complexe que j'ai étudiée, dans laquelle vous avez 2, voire 3 holdings pour gérer différentes branches de spécialisation. Là, on est en zone de Piémont avec un GAEC dans lequel l'ensemble des femmes qui sont impliquées dans la vie d'exploitation se positionnent avec un club hippique, avec des activités de tourisme. Et puis, on voit bien que les membres de la famille se sont en fait dispatchés dans différentes sociétés agricoles. Alors ça, l'appareil de statistique est bien en peine de nous dire ce qu'il en est. Et c'est très intéressant de voir que finalement, une entreprise agricole, elle emprunte à différentes formes, à différents régimes sociétaires. Et on le voit à travers l'exemple de cette famille qui a cherché à se diversifier et qui donc, pour pouvoir se diversifier, a cherché à emprunter à différents régimes sociétaires. Et qui ne sont pas des régimes exclusifs où, par exemple, on dit souvent le recours à la prestation exclut le recours au faire ensemble. Non, on voit bien que dans un certain nombre d'exploitations agricoles, faire ensemble et faire faire vont de pair, ça a été souligné. La plupart de ceux qui ont recours à de la délégation sont eux-mêmes parfois prestataires ou parfois même adhérents de CUMA. Donc c'est quand même intéressant, quand on fait du terrain, de voir cette complexité. Mais voilà, on est face à un schéma ou des schémas organisationnels qui apparaissent d'une grande complexité agricole, mais qui sont d'une grande banalité pour les secteurs industriels et commerciaux. Et c'est quand même intéressant sociologiquement de voir ce que ça fait, ce que ça provoque. Et j'ai été, et on est toujours assez frappé avec Geneviève de voir ce que les résultats de nos enquêtes peuvent provoquer, et notamment les dernières enquêtes que nous avons réalisées sur la délégation et la sous-traitance, comme si on découvrait quelque chose qui était déjà à l'œuvre depuis 20 ans. Alors, c'est intéressant de voir qu'on est souvent amnésique de la capacité qu'ont eu les agriculteurs à s'arracher de certaines formes d'organisation du travail traditionnelles. Et ça, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, alors, les sociétés en agriculture, c'est pas nouveau, le GAEC, c'est pas nouveau, le ARL, c'est pas nouveau, mais finalement, ces formes sociétaires, que ce soit le GAEC ou le ARL, ont toujours préservé, d'une certaine manière, cette dimension très familiale, cette forme très singulière d'entreprise agricole, avec des régimes très spécifiques pour le GAEC et le ARL. Et là, on voit que finalement, à partir du moment où le chef d'exploitation, chef d'entreprise emprunte à d'autres secteurs, eh bien, il lui est rappelé à la règle que finalement, il ne doit pas être comme les autres. Et c'est quand même très intéressant de voir qu'aujourd'hui, et on ne dirait pas ça d'un industriel, qu'un chef d'exploitation n'est plus considéré comme chef d'exploitation au prétexte qu'il sous-traiterait ou qu'il ferait du commerce. Ça ne viendrait pas à l'esprit de dire que les grands patrons de l'industrie aéronautique ou automobile ne sont pas des patrons à partir du moment où ils sous-traitent ou ils délèguent. Non, on dirait que ce sont des grands patrons parce que stratégiquement, ils savent ce qu'il faut faire. Par contre, en agriculture, ça, on voit que finalement, on a du mal à l'accepter. On sort d'un État. Alors on assigne les chefs d'exploitation à un État qui finalement n'est plus ce qu'il est.
et dans lequel ils ne sont plus forcément plongés d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance de ce qui est en train d'advenir qui bouscule énormément. Et je trouve que sociologiquement, c'est très intéressant, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. La société, quelque part, est émancipatrice de l'agriculteur, la sort de son état pour, j'allais dire, la projeter d'une certaine manière dans une profession modernisée ou avec des opportunités sur lesquelles on reviendra d'ailleurs. Oui, mais il faut s'interroger il faut s'interroger sur les déterminants qui ont pu conduire à un moment donné une famille à mettre en place un tel dispositif. Tout simplement parce qu'avec une SCEA, il n'est pas évident de pouvoir faire ou de développer certaines activités. Oui. C'est-à-dire que, bon, on a des acteurs sur le terrain qui ont réussi parfois à anticiper pour essayer justement de mieux se repositionner, même par rapport à une injonction environnementale qui pouvait conduire à développer des activités de diversification dans le secteur de l'énergie, de l'éolien ou du photovoltaïque. Donc finalement, la SCEA ne pouvant pas tout faire, eh bien, il a fallu aussi mobiliser d'autres formes pour pouvoir bien être là encore demain face à de nouvelles injonctions. Parce que certainement que l'agriculteur est un véritable chef d'entreprise agricole, ça à n'en pas douter, et qu'effectivement le carcan, peut-être le carcan des outils du droit rural était insuffisant pour lui permettre de développer l'ensemble de ses projets. Et alors c'est d'autant plus paradoxal que les nouveaux porteurs de projets qui sont dans les PAI, qui viennent des secteurs industriels ou commerciaux, ne sont pas du tout effrayés par ce genre de montage. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui veulent entrer aujourd'hui dans la profession agricole, c'est NIMA qu'on ne connaît pas, puisque je tiens à dire aussi qu'on n'a pas de chiffres sur cette population dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait pas grand-chose. Non issus du monde agricole. Mais finalement, pour quelqu'un qui a été pendant, je ne sais pas, 20 ans cadre dans l'industrie ou le commerce, créer une société n'est pas quelque chose qui est considéré comme sale ou mal. Au contraire, il va considérer que ça permet de distinguer les choses. Et finalement, avoir la possibilité, dans le secteur agricole, comme dans le secteur dans lequel il a pu évoluer, mobiliser ces formes-là, est quelque chose qui constitue, par contre, effectivement, un outil au service parfois de l'entrée dans le métier, puisque la forme sociétaire aussi peut permettre aussi à la fois de dissocier un certain nombre d'actifs, mais aussi de dissocier ce qui relève de la famille et ce qui relève de l'exploitation. Et c'est aussi pour ça que on a des jeunes qui ne souhaitent pas forcément reprendre des exploitations aujourd'hui qui sont en place et individuelles, parce que la confusion des sphères entre famille, capital foncier et capital d'exploitation est quelque chose qui effraie assez, alors que la possibilité d'avoir un pied dans des structures un peu plus souples, plus fluides, peut permettre de rendre beaucoup plus attractif aussi l'entrée dans les métiers. Oui, on y reviendra avec Jean-Louis, nous en avons parlé hier en préparant cette table ronde de cette question de la capacité aussi de sortir du métier, qui est inhérente aussi à la manière dont on y rentre et à la structure qu'on choisit pour y rentrer. Mais la plupart des jeunes qui décident de rentrer dans le métier pensent à la sortie du métier. Alors ça c'est quelque chose qui effraie aujourd'hui, mais qui interroge la profession agricole. Mais les 3/4 des porteurs de projets aujourd'hui dans les PAI vous disent, de toute façon, je pense mon entrée dans le métier sur un temps relativement court. Donc le véhicule qui va me permettre à un moment donné d'entrer dans le métier et d'en sortir facilement est quelque chose qui est regardé de près. C'est-à-dire qu'un porteur de projet va regarder quelles sont les conditions juridiques de son accès au métier et les conditions juridiques de sa sortie du métier. Passionnant. Donc Merci, ça, c'est François. important quand même d'avoir ça à l'esprit. Alors, véritable chef d'entreprise agricole, donc qui dit chef d'entreprise agricole dit volonté de se développer, mais et aussi, faut bien le dire, de s'agrandir. C'est une des on va dire des cordes à l'arc du chef d'entreprise agricole. Il y a la diversification, il y a aussi l'agrandissement. Hervé Lejeune, vous nous avez rejoint. Doit-on encore vous présenter? Faisons-le quand même. Ingénieur général de l'agriculture, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, CGEAR, un genre de think tank du ministère. On pourrait présenter ça comme ça. Votre carrière est remarquable. CNJA dans les années 90, à la direction de CNJA, direction de Groupama branche agricole, conseiller du ministre Vasseur, grand conseiller agricole
le regretté Jacques Chirac, de 2002 à 2004, directeur de l'ONF, directeur de cabinet de la FAO. On peut dire que vous avez une vision à 360 sur l'agriculture, et pas seulement l'agriculture française, mais aussi sur l'agriculture des pays du Sud notamment. Vous avez, lors de la préparation, insisté sur cette question quand même de l'agrandissement, de la restructuration en fait de la ferme France, souvent vue comme un drame, mais qui, à certains égards, on peut aussi trouver quelques motifs, non pas de satisfaction, mais quelques explications, effectivement, à cette restructuration qui fut à l'œuvre les dernières années, peut-être, parlons d'un temps récent, les 10 dernières années. Et pour cela, vous nous avez proposé un petit diagramme. Si en régie, on peut nous le proposer. Bon, il va arriver. Oui, en introduction, Hervé, n'hésite pas. Bonjour à tous. Le propos de François Purseigle sur l'impensable qui advient. Parce qu'en fait, c'est vraiment un processus engagé depuis quelques années et qui se passe en ce moment malgré l'invocation des vieux totems. Et je vais en dire deux mots. Tous ces vieux totems de la politique d'installation, notamment de l'agriculture familiale. Vous voyez, bon, Jean-Baptiste a dit d'où je venais, donc j'en parle assez librement. Et c'est de cela dont je aussi, et peut-être pointer juste à propos de la loi sur les transferts de parts de société, le côté un peu incongru de ce texte dans le contexte actuel, puisqu'on a entendu tous les arguments des vieux totems pour cette loi. La souveraineté alimentaire, bon. Qu'est-ce que ça pèse cet argument-là sur le transfert des sociétés quand on voit ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, on sort des discours anciens qu'on ne sait pas rénover, qu'on ne sait pas adapter à l'actualité. De même sur le renouvellement des générations, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces schémas. Venant du CNJA, j'ai tenu ce discours pendant 20 ans, 15 ans. Il faut installer. On a fait des chartes de l'installation. Il fallait installer 10 000 jeunes, il fallait installer 15 000 jeunes. Enfin bref. La réalité, elle est sur ces courbes-là. Et c'est pour ça que je voulais vous les présenter pour aider à réfléchir. J'ai fait un petit exercice que personne n'avait fait jusqu'à présent, et n'avait voulu faire sûrement. J'ai travaillé en euros constants une hypothèse. Vous avez sur le graphique de gauche ce qui s'est passé entre la courbe verte, qui est la baisse du nombre des exploitations, et la courbe bleue, qui est le revenu agricole. Tout ça tiré des comptes de l'agriculture de l'INSEE. Donc vous voyez sur votre gauche, c'est la situation des 30 dernières années telle que ça s'est passé. Baisse régulière du nombre d'exploitations et maintien, voire légère augmentation sur la période du revenu agricole. Bon, avec, vous voyez bien cette, cette fluctuation qui s'est amplifiée à partir des années 2000 sur le revenu individuel. Hein. Je parle bien du revenu individuel d'exploitation. La courbe de droite, c'est un exercice très intéressant à faire, c'est si on avait maintenu le nombre d'exploitations de 1990, quel serait le revenu agricole aujourd'hui? Grosso modo, 40% de moins. Et c'est ça, je pense, qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire au-delà des débats juridiques, des débats sur les vieux totems, etc., c'est cette réalité économique. La réalité économique, c'est la courbe d'en dessous, c'est que la production agricole au prix de base en milieu d'euros constant diminue en France. Et cette diminution s'accroît parce que la France est parmi les pays de l'Union européenne aujourd'hui celle qui perd le plus en compétitivité. Les derniers chiffres nous le donnent. Donc dire aujourd'hui,
où répéter les vieux totems n'a plus beaucoup de sens. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces schémas-là. C'est-à-dire dire il faut renouveler un pour un. Enfin, d'abord, on ne va pas faire les enfants qui n'ont pas été faits. C'est une banalité de le dire, mais les lois de la biologie sont ainsi faites quand même. Si les agriculteurs n'ont pas fait suffisamment d'enfants, on ne va pas en acheter sur le marché. Alors on a les NIMA. Bon, moi je suis abasourdi d'entendre des sigles comme ça. Je veux dire, de quoi on parle? On parle d'hommes, on parle de femmes, on ne parle pas d'un NIMA. Enfin bon, mais, pardon, excusez-moi, je suis un peu peut-être vieux jeu, mais on est avec des personnes. On n'est pas en train d'installer des numéros. Voilà. Bon. Alors, ce qui me semble vraiment, c'est là-dessus que je voulais intervenir aussi, c'est faisons attention à toutes ces forces centripètes qui nous emmènent sur des sujets qui ne sont pas les vrais sujets du moment, hein, en matière de compétitivité de l'agriculture, en matière de structure d'exploitation agricole. Si vous voulez, ça me rappelle toujours cette phrase de saint Matthieu qui disait, dans son évangile, on filtre les moucherons, mais on laisse passer les chameaux. Vous voyez ? Donc, je trouve que c'est très explicite sur la situation qui est en train de se passer. Alors, mon ami Jean-Louis répondra sûrement sur ces choses-là, mais je trouve que là, il y a une responsabilité énorme de la profession à ne pas sortir de ces totems. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous travaillons, je peux peut-être enchaîner là-dessus, parce que c'était un des sujets que tu voulais que j'aborde. C'était le point de départ, en fait. Et puis je t'ai dit, non, j'aimerais bien aussi parler un peu de ça, parce que de temps en temps, il faut élargir un peu les horizons. Nous travaillons actuellement au Conseil général sur une mission qui nous a été... Enfin, deux missions intéressantes qui nous ont été proposées, imposées, puisqu'en fait, il faut répondre aux commandes. Une première qui est sur une énième mission sur le portage du foncier. Comment est-ce qu'on va améliorer le portage du foncier à l'avenir ? Tu en avais déjà commis une en 2013, hein, voilà, mais oui. Qui n'est sortie qu'en 2016. Oui, parce que côté agricole, ça freinait énormément, et c'est l'Inspection générale des finances qui a demandé quand même que ça sorte, parce qu'ils avaient quand même mis quelques moyens, et ils voulaient quand même que les choses soient faites correctement. Alors là, on a abordé la question du portage du foncier sous un angle assez différent, et on est en train de regarder ce que... des entreprises, des nouvelles start-up, des nouveaux acteurs sur le marché foncier proposent comme nouveaux outils de portage. Et c'est très intéressant, et je pense que là aussi, ça fait exploser un peu les cadres. On a des entreprises qui ne sont pas des entreprises qui viennent du milieu agricole, et qui se disent, tiens, il y a une demande de collectivités locales, de groupes d'agriculteurs, de monter des structures agricoles, sur des bases un peu différentes, et nous, on se propose de les aider à faire ça. Alors bon, il y a une historique, il y a Terre de Liens, il y a des plus récentes, Éloi, Terrafine, des entreprises de ce type-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles travaillent avec des outils qui ne sont pas les outils forcément très traditionnels du monde agricole. Elles travaillent avec des baux cessibles, elles travaillent sur des contrats de prestation de services, et elles travaillent aussi pour des collectivités locales qui ont des besoins et des demandes assez particulières. Et ça nous paraît intéressant. Alors il y a aussi un cas intéressant, c'est celui de coopératives, mais je dirais plus généralement d'entreprises de l'agroalimentaire, qui, pour garantir leur sourcing, sont en train de se transformer en porteurs de foncier. Et on le voit actuellement dans deux coopératives, deux coopératives viticoles, je ne vais pas donner les noms peut-être, mais... et en fait, leur problème, c'est qu'ils ont fait des investissements importants dans des outils de transformation, et qu'ils veulent en fait garantir le sourcing, et donc proposer à des jeunes agriculteurs du portage de foncier pour garantir un minimum de production qui puisse amortir les installations. Vous voyez, c'est un renversement un peu de problématique. C'est une forme d'intégration d'une certaine manière, hein, on peut aussi le voir de cette manière-là, mais en tout cas, ce sont des choses qui commencent à se développer, qui commencent à prendre forme, et sur lesquelles on trouve assez intéressant de remettre un peu les schémas anciens. Sachant que derrière, fondamentalement, on a quand même des agendas politiques ou économiques assez différents. On a, je ne le cite pas, mais on a des organisations dont l'agenda politique historique, c'est grosso modo, sous couvert de vocables du bien commun, c'est grosso modo la collectivisation. Hein. C'est les offices fonciers modèle 81, bon, qui ont été abandonnés très rapidement, mais ça ressort, ça revient
avec des arguments qu'on connaissait il y a donc 40 ans maintenant, que j'ai bien connus à l'époque, puisque je commençais ma carrière à ce moment-là. Donc on a des agendas politiques, plus ou moins affichés, et puis des agendas économiques complètement, je dirais, libres. Oui. Hein, libres, sur lesquels les nouveaux acteurs apportent une nouvelle manière de voir les choses. Alors, pour beaucoup de ces nouveaux acteurs, en fait, ils travaillent sur, peut-être le plus facile quand même, petite structure, maraîchage, et du coup, voilà, c'est pour l'instant microscopique. Hein, c'est microscopique. Il y a le groupe SOS aussi. Alors, ils ont chacun 2-3 fermes. Alors, à chaque fois, vous avez le panneau d'affichage habituel, l'agroécologie. Bon, voilà, ils font tous de l'agroécologie. Et puis, il y a un moment, les gens ouvrent les yeux. Et puis, bon, il faut quand même gagner un peu d'argent. Donc, l'agroécologie, c'est bien. Mais ensuite, il y a tout le côté rentabilité, réalité économique. Et mais voilà, on est en train de travailler ces questions-là. Et je pense que le rapport va sortir à l'automne parce que, bon, il n'y a pas urgence. Et puis, il y a des élections. Donc, on n'est pas pressé de traiter ça dans les jours ou les semaines qui suivent. Il y a une autre mission qui est aussi intéressante et qui dérange un peu dans son intitulé, c'est qu'est-ce qu'on va faire des terres délaissées? Parce que, en fait, la grande peur, et un des grandes peurs qui animent les grands totems, hein, c'est on va manquer de foncier. Bon. Le problème, c'est que quand on voyage en France, il y a énormément de terres délaissées aujourd'hui. Et alors, ce sont toutes les zones de Piémont, les zones de marche de l'Est, les zones de marche, alors je parle à l'ancienne, hein, comme les géographes, hein, les marches du Limousin, et dans toutes ces zones-là, aujourd'hui, on voit qu'il y a de la déprise agricole. Et demain, du point de vue du ministère de l'Agriculture, c'est mais qu'est-ce que vont devenir ces terres? Enfrichement. Alors, il y a la question de l'enfrichement, et là, je mets juste le doigt sur un petit point, mais qu'on avait déjà mis en 2013 dans le rapport, c'est que tous les chiffres qu'on en balance sur 60 000 hectares de perdus par an, etc., personne n'en sait vraiment grand-chose. Les seuls chiffres qu'on a eu de tangibles, c'était les chiffres des finances, ça nous donnait de l'ordre de 23 000 hectares par an qui disparaissaient. C'est-à-dire quand on a une différence de 1 à 3, on ne fait pas les mêmes politiques quand même. Bon. C'est comme ça. Donc, on va avoir cette problématique des terres délaissées. Et là où elle est passionnante, c'est qu'on croise des nouveaux enjeux. Il y a évidemment l'enjeu forestier, parce que sur ces terres-là, qui sont des anciennes terres forestières, il y a toute une réflexion à avoir sur l'éventuel réemboisement. Mais on a aussi des zones, je pense aux zones de Sud Massif Central, on a toute une réflexion à avoir aussi sur le photovoltaïque. Parce qu'au fond, moi, j'ai fait une mission aussi il n'y a pas très longtemps sur les sécheresses successives dans le Sud Massif Central. Si 9 années sur 10, on a des sécheresses dans le Sud Massif Central, c'est plus dans 5-6 ans, il n'y a plus de moutons dans le Sud Massif Central. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va valoriser ces terres? Et des exploitants qui aujourd'hui, des propriétaires qui louent des terres à 200 € l'hectare, qui se voient offrir des contrats entre 2 000 et 4 000 € l'hectare, le choix est vite fait. Hein. Bon. Donc voilà, les choses sont en train de changer. C'est important parce que derrière, ça demande quand même de la planification et bien sûr, ça demande de la planification à moyen long terme. Et aujourd'hui, ce matin, je sors d'un groupe de travail sur la décarbonation de l'agriculture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables, à comment on efface les énergies fossiles sur les exploitations agricoles pour les remplacer par les énergies renouvelables. Et ce processus-là, qui va prendre une vingtaine d'années, 20-25 ans, c'est un processus de revalorisation du revenu agricole. C'est-à-dire c'est la transformation des agriculteurs en énergiculteurs. Voilà. Bon, je vous livre tout ça un peu, mais ça fait partie du paysage de fond. Voilà. Ça confirme, merci Hervé, ça confirme ce que nous évoquions hier avec Jean-Louis, c'est-à-dire aujourd'hui une approche de l'agriculteur véritable au regard de la PAC, mais en fait on voit bien que l'agriculteur il est plus seulement producteur de biens alimentaires, mais aussi de biens non alimentaires et puis d'énergie et que sais-je. En réalité,
D'où l'explosion aussi du modèle, d'où le recours à des outils qui mobilisent le droit des sociétés, le droit commercial. Comment on réussit, j'allais dire, pas quand on est syndicaliste, tu n'es pas un syndicaliste, tu représentes ici le syndicalisme avec une certaine vision du métier, comment on réussit à le faire évoluer dans cette, voilà, dans cet environnement mouvant, puisqu'il faut continuer quand même à avoir des critères pour la délivrance des aides. Et là, à cet égard, on voit souvent que d'ailleurs, l'Europe est parfois beaucoup plus ouverte que nous pouvons l'être en France. Effectivement, c'est beaucoup de questions qui sont posées. Ouais, sur cette question on va dire du véritable agriculteur. Allez, on va dire. Alors, ça fait plusieurs années qu'on travaille non pas sur le véritable agriculteur, mais sur l'agriculteur professionnel. Actif ou professionnel. Bon, après, on a plein de vocables. Ça fait partie des totems, d'ailleurs, que citait Hervé. Oui. Moi, je ne suis pas un chef sioux, donc les totems, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais je ne suis pas tout seul à la FNSEA, je suis qu'un tout petit décideur. Donc, mais j'apporte ma pierre à l'édifice de la réflexion. Simplement, sur cette réflexion, effectivement, on a pu croire, et c'était, j'allais dire, il y a une quinzaine d'années, qu'on allait réussir à définir qui était un vrai agriculteur, qui était l'agriculteur d'avenir, mais les choses vont très vite, et vous l'avez dit, François l'a exposé, le modèle ou les modèles sont en train de tous d'éclater. Il n'y a pas un modèle, il n'y a même plus de modèle du tout, il y a des trajectoires qui peuvent être des trajectoires personnelles, des trajectoires sur des productions. On a des tas de schémas d'exploitation, j'emploie plutôt ce terme, de schémas d'exploitation qui sont différents. Donc moi, je ne crois plus, alors que j'y ai cru personnellement, à la définition du véritable agriculteur ou de l'agriculteur professionnel, et on avait réfléchi à ça en posant des critères de participation, des critères de gouvernance de la société, des critères de taille d'activité, etc., etc. Et on avait, je dirais presque juste avant la loi d'avenir de l'agriculture de 2014, à peu près mûri une réflexion qu'on a essayé d'ailleurs à l'époque de transposer dans le cadre de cette loi par la création du registre des actifs agricoles. Et le registre des actifs agricoles, bon, on s'aperçoit que cette réflexion n'a pas donné grand-chose parce qu'il n'est pas du tout sélectif. Et là, on a commencé un peu à réfléchir sur cette absence de sélectivité et sur le fait de s'interroger sur quelle était la gravité, si je peux me permettre, de cette absence de sélection. Dans le fond, la réalité qui s'impose à nous, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est celle d'une agriculture qui est de plus en plus diverse. Et tout ce qu'exposait François, moi je le partage et le constate, c'est que, je viens de le dire, ces modèles disparaissent. Donc à partir de là, est-ce qu'on doit définir? Et si on doit définir de façon très light. En définitive, c'est un peu ce qu'a fait la loi, avec une définition de l'agriculteur actif, qui est une définition, en fait, il suffit que vous soyez assujetti à la Texa, il suffit que vous soyez, ou bien si vous n'êtes pas à la Texa, donc la Texa, c'est très bas, c'est un huitième de... un quart de la SMA, si je ne me trompe pas, et donc ça fait une surface très 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 faible. Donc c'est pas du tout sélectif cette SMA. Non. Et puis si vous n'êtes pas redevable de cette cotisation assurance accident du travail, eh bien à ce moment-là on vous dit vous pouvez quand même être reconnu comme agriculteur actif dès lors que vous êtes vraiment un chef d'exploitation et que vous avez choisi néanmoins, et j'y reviendrai, le statut de chef d'exploitation salarié. Et là, on vous dit, si vous êtes visé par le Code rural en tant que salarié gérant de SARL, président ou dirigeant de SAS, président ou dirigeant de SA, eh bien à ce moment-là, dès lors que vous avez la majorité du capital de ces sociétés, vous êtes reconnu comme agriculteur actif. Donc quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a simplement, au passage, exclut d'ailleurs les gérants de SARL qui ne peuvent pas être à la fois majoritaires et avoir le statut de salarié. Je referme la parenthèse. Et on a été très très peu sélectif. Et c'est un peu l'histoire qui s'est répétée tout dernièrement, avec cette réflexion qui avait été engagée depuis plusieurs années, avant la concrétisation de la réforme de la PAC
au mois de décembre. Et dans cette réforme, on a effectivement la définition de l'agriculteur véritable qui avait été engagé. Et on avait vu apparaître une flopée de critères, aller chercher le revenu, les activités extérieures, l'âge, des tas et des tas de critères qui avaient été mis à la réflexion à la fois par la Commission, par le Parlement européen, par le Conseil. Et en définitive, tous ces critères, ils ont été brassés à l'aune de ce statut de l'exploitant professionnel dans chacun des pays, enfin dans chacun des pays, j'aimerais dire surtout en France, peut-être même exclusivement en France, et les autres s'étant aperçus que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Et donc, on a retravaillé tout ça, et puis en définitive, on s'aperçoit que plus on est sélectif, plus on exclut, évidemment. Et puis, on s'aperçoit que quand on applique tous ces critères qui pourtant étaient déterminés dans des groupes de travail pleins de personnes très intelligentes, on s'aperçoit que parmi eux, il y en a toujours un qui est plus réactif, il y en a toujours un qui n'a pas le diplôme qui va bien, il y en a toujours un qui a des revenus extérieurs. Et au final, quand on se regarde tous, il n'y a personne qui est ce véritable agriculteur qui détiendrait la totalité de son exploitation, les décisions, je pourrais vous citer tous les critères, mais on s'aperçoit que les agriculteurs ne se ressemblent plus l'un l'autre, ce qui a été le cas pendant longtemps, qui a été le cas de la politique agricole. L'idée, c'était de faire des modèles. À l'époque, ça marchait bien. Je ne critique pas le passé. Mais aujourd'hui, il se trouve que ça ne correspond ni à la réalité, ni à la projection que vont se faire les plus jeunes générations du métier d'agriculteur. Et je rejoins tout à fait ce que disait François. Donc, à partir de là, créer une définition, c'est très, très difficile. Et la réponse qui a été celle de la France, dans le cadre du plan stratégique national, pour dire qui était ce véritable agriculteur. Alors, entre-temps, d'ailleurs, le mot est tombé, on a parlé d'agriculteur actif, c'est plus politiquement correct et moins exclusif. Et en définitive, on a dit quoi? On a dit, il y a une période que je vais peut-être passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a dit, au mois de décembre, il faut avoir un âge inférieur à 67 ans, mais on peut quand même être agriculteur actif au-delà de 67 ans si on n'a pas liquidé sa retraite. Donc là, c'est très bien. Bon. Au final, on nous dit simplement quoi? C'est une tautologie. C'est presque ça. Mais en fait, l'âge ne compte pas vraiment. C'est la liquidation de la retraite après 67 ans. Donc, quand on dit ça, en fait, on n'est pas très exclusif. Et d'ailleurs, tout récemment, vous avez peut-être lu la presse ce matin ou hier, la commission dit, expliquez-nous cet âge de 67 ans, ça paraît un peu discriminant quand même. Un peu discriminatoire, pardon, quand même. Donc, il faudra qu'on réponde à la commission sur ces critiques. Et la commission nous dit, faites attention quand même de ne pas trop exclure les agriculteurs avec une activité partielle agricole. Bon, là, je ne comprends pas bien la critique parce qu'on ne les vise plus. Mais bon, en tout cas, il y a tout ça derrière. Il y a toute cette approche trop restrictive. Et en définitive, on n'a pas été très restrictif. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pour les exploitants individuels, c'est très simple. Moins de 67 ans, vous faites ce que vous voulez. Plus de 67 ans, vous restez actif et pouvez prétendre aux aides de la PAC, à la condition toutefois de ne pas avoir liquidé la retraite. Et puis, pour les sociétés, là, on a dit, on fait la même chose. Pour les sociétés, on fait la même chose. On regarde si dans la société, on a un agriculteur qui a plus de 67 ans ou moins de 67 ans. Et s'il a plus de 67 ans, pour que la société continue d'être attributaire et puisse demander les aides PAC, eh bien, on regarde si cette personne n'a pas liquidé sa retraite. Donc, c'est les mêmes critères en définitive. Et si c'est on m'a soumis le cas récemment. Et si c'est une SCEA qui n'a que des associés sociétés? Alors, on monte d'un cran? Un mot, avant, je termine parce que simplement, dans les sociétés, moi je m'interroge quand je regarde les textes du règlement communautaire, si on peut poser des conditions aux associés de société. Le producteur, au regard du droit communautaire, c'est la société, point. Et nulle part, on vous dit que les conditions de revenus, les conditions qu'on peut poser sont applicables à d'autres personnes que la société elle-même. Et moi, j'ai pour expérience la dernière PAC, où on avait oublié, pour les aides à l'installation, de traiter du cas en France, et ce cas est important en France, de l'installation en société. On a dit tout à l'heure que c'était l'installation en société qui était majoritaire. Eh bien, on avait un texte communautaire qui ne nous permettait pas d'installer en société avec les aides. Donc très vite,
On a regardé le règlement. Avec les jeunes agriculteurs, on est allé à Bruxelles et on a fait modifier, ce qui était d'ailleurs assez aisé, le règlement pour intégrer dans ce règlement le fait qu'on apprécie les conditions liées à l'installation, non seulement au niveau de la société, mais aussi le fait que ça devait être dans la société, qu'il fallait regarder l'associé et qu'on appréciait au niveau de l'associé. Mais faute de le faire, et faute pour le règlement actuellement de le préciser, je m'interroge très fortement sur le fait qu'on puisse poser cette condition-là. Alors après, toi, tu vas encore un cran plus loin, c'est que tu nous dis, mais oui, mais effectivement, si la société ne comporte pas d'associés personnes physiques, mais que des personnes morales... On en a vu tout à l'heure Oui, dans le modèle. Eh bien, dans ce cas-là, la réponse, si on suit, alors c'est pas du droit, simplement la position dans le plan stratégique national communiqué à Bruxelles, de la position française. Bon, très bien, donc on dira, la réponse sera non. Moi, j'attends de voir comment les choses vont être rédigées. Et ça, donc on s'aperçoit là que les sociétés, elles viennent quand même un peu contrecarrer les volontés politiques qui étaient celles de la France et de certaines organisations professionnelles agricoles que je ne citerai pas. On n'a pas cette problématique, cette appréhension dans les autres États membres. C'est très franco-français, cette volonté oui, parce qu'on a d'aller déjà voir derrière le rideau, enfin, ou en tout cas derrière, derrière le rideau sociétaire. On avait, si tu te souviens, dans le cadre de la PAC actuelle, la notion déjà d'agriculteur actif. Et on écartait, c'était l'un des critères qu'on pouvait retenir dans la future PAC, on écartait les agriculteurs qui avaient des activités citées sur une liste dite négative. C'est ça. Les aéroports, les centres de loisirs, etc. Et dans ce centre de loisirs, on a oublié de penser que dans les centres de loisirs ou les activités de loisirs, on avait les centres équestres, qui ne sont pas, je le rappelle, au regard de la définition européenne de l'activité agricole, considérées comme des activités agricoles, mais sont des activités commerciales ou de prestations. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est complètement pris les pieds dans le tapis, ça a mobilisé beaucoup de temps de fonctionnaires pour discerner tout ça, et au final, par le règlement Omnibus, il y a 3-4 ans, on a abandonné cette notion d'agriculteur actif parce que trop compliqué à mettre en œuvre. Donc là, on avait quand même une grosse réticence de la part du ministère de l'Agriculture pour recommencer, je dirais, cette erreur précédente. Dans les autres pays, je n'ai pas l'impression qu'on ait cette réflexion qu'ils veulent exclure, parce que là aussi, la diversité de l'agriculture fait que... D'accord. Donc on est quand même, à vous entendre, dans une banalisation non pas de l'activité agricole, mais de la manière dont on l'exerce. Oui, c'est ça. Et François le disait, les statuts, qu'on soit entrepreneur en agriculture, dans le commerce ou dans l'industrie, après tout, l'ADN est à peu près le même. Souvent, le chef d'entreprise agricole est un chef d'entreprise comme les autres, mais qui ne fait peut-être pas une activité comme une autre. C'est-à-dire qu'au niveau du statut, peut dire ça comme ça, on peut se permettre de considérer que les statuts pourraient évoluer, pourraient devenir, c'est la mode actuellement, une forme d'hybridation, parce qu'on parle beaucoup d'hybridation en ce moment, à tous les niveaux, et aussi au niveau juridique, votre schéma l'a montré tout à l'heure, on vit une hybridation. Et c'est vrai qu'en plus, il y a un cas qu'on n'a pas évoqué dans la PAC, et qui d'ailleurs fait le pendant avec ta question, c'est qu'on a aussi des chefs d'entreprise agricoles qui sont des salariés. Et on en a beaucoup. Tous ceux qui sont en SARL, qui sont en SAS, en SA, on les a dénombrés tout à l'heure, il y en a 16 000. Les 16 000 qui sont là, ce n'est pas ceux-là dont je parle. Ceux-là sont des non-salariés agricoles et recensés par la MSA. La MSA est incapable de donner le chiffre de salariés agricoles qui sont, si je fais simple, propriétaires de leur affaire, qui ont la maîtrise de leur affaire. On ne les a pas. À vue de nez, on sent qu'il y en a 3 000 à 4 000, à peu près, mais vraiment à vue de nez, et on n'arrive pas vraiment à les déterminer. Donc cette question des sociétés qui sont détenues par des présidents, je prends le président de SAS par exemple, qui a le statut de salarié et qui peut détenir jusqu'à 100% de son capital social, n'empêche qu'il est toujours salarié. Celui-là, si j'applique ce que j'ai dit sur la PAC demain, il n'est pas bénéficiaire des aides. Donc il a fallu prévoir, pour les cas de sociétés détenues par des dirigeants qui ont le statut de salarié, le statut social de salarié, il a fallu prévoir un cas. Et donc on nous renvoie
au code rural, et on nous dit, ben, si vous êtes dans une société commerciale, il suffit que vous soyez visé au 8e et 9e de l'article 722-20 du code rural, et à ce moment-là, vous pourrez prétendre aux aides. Et là, curieusement, la question de l'âge saute. Donc on peut avoir quelqu'un qui a 90 ans, qui est président de sa SAS, il aura, même s'il a liquidé sa retraite, il aura le statut de salarié. Il aura le statut, pardon, il aura le bénéfice des aides. On peut quand même envisager que ce statut va se développer, le statut de salarié propriétaire de son entreprise. Ben, ça se développe pour plein de raisons, notamment des raisons d'ordre fiscal et social. On est d'accord. Oui, on l'évoquait, c'est sûr qu'il faut dégager un certain niveau de revenu pour pouvoir considérer que le montage est intéressant. Mais oui, alors après, le choix d'une si société c'est le cas, commerciale dépend aussi de l'activité, dépend de plein de choses, parce que la société commerciale, elle est moins aimée par le droit rural que ne l'est le GAEC, le ARL, voire même la SCEVA. On n'est pas exactement dans la même situation, mais effectivement, ça peut être pour des raisons de choix de statut fiscal et social, une bonne optimisation. On peut avoir effectivement un statut de salarié qui sera moins coûteux et avec un meilleur retour sur investissement. Bon, il y a des tas de montages qui sont réalisés dans ce domaine. Mais une fois qu'on est... Il y a un frein, à mon avis, qui est un frein psychologique aussi. Lorsqu'on est chef d'exploitation et salarié, on n'est pas vraiment dans l'épure du chef d'exploitation classique. On est quand même salarié, même si on est totalement propriétaire de son affaire. Preuve en est, c'est que la MSA n'est même pas capable de nous les repérer. C'est quand même quelque chose d'assez déterminant. Et donc, ça marche pas. Pardon. Et donc ce statut, oui, ça marche mieux. Et donc ce statut de salarié chef d'exploitation, oui, il se développe et oui, il va se développer. Ce qu'on pourra conseiller aux gens qui ont plus de 67 ans, effectivement, c'est de passer dans une SAS avec un statut de salarié. Et bon, comme je le disais, même ils pourront encore toucher leur retraite parce qu'on peut être salarié de sa propre exploitation. Et ce qui va être le cas du président de SAS, alors toutes les quelques caisses de MSA font des difficultés, mais on pourra cumuler et la retraite et les aides. On peut aussi lui conseiller de prendre sa retraite, de se reposer un petit peu, parce que généralement c'est des gens qui commencent à travailler très tôt, de mettre le pied à l'étrier à leur fils ou à un IMA, que sais-je, un hors-cadre familial, ça pourrait aussi être une opportunité, parce que on l'évoquait dans la préparation, il y a quand même, c'est vrai que la société également, au regard de la fin de la prééminence des successions naturelles père-fils, offre quand même une certaine facilité d'intégration de personnes, on l'a vu, et là, Jean-Louis ou François, vous pouvez témoigner, offre quand même des opportunités, et c'est là quand même l'un des grands atouts de la société, pour attirer au métier, pour offrir un cadre, non pas confortable, mais un cadre quand même idoine au développement d'une activité pour un jeune ou un moins jeune d'ailleurs. Disons qu'on a un refus de la confusion entre les sphères privées et professionnelles chez les jeunes générations. Donc on voit bien que la société confère l'enveloppe qui permet cette dissociation. Et c'est vrai que les jeunes porteurs de projets ne souhaitent pas être dans une confusion permanente qui relevait de l'entreprise agricole individuelle. Donc en ce sens, le tropisme qu'ils peuvent avoir pour la forme sociétaire s'explique aussi pour ces raisons-là. Et d'autre part, on a aussi une aversion qui est moins grande autour de la question du statut de salarié chez des jeunes qui l'ont connu, ce statut du salarié, et notamment dans des formes coopératives. On parle des grandes structures d'entreprises agricoles, mais même dans les coopératives de production agricole, aujourd'hui, ce statut est recherché même par certains porteurs de projets. Très bien. Moi, pour compléter, je trouve que la société est particulièrement adaptée à l'évolution de l'agriculture. Et notamment à un phénomène qui est de plus en plus développé, qui est celui de la pluriactivité. Parce que la pluriactivité, c'est quand même... Pourquoi l'agriculteur devrait-il n'avoir qu'un seul métier ? N'avoir qu'un seul métier, c'est-à-dire ne pas en exercer un autre à côté,
au risque, et ce serait la volonté de certains, de lui faire perdre les aides, n'avoir un métier forcément qui serait un métier de toute une vie. Pourquoi n'aurait-on pas le droit d'arrêter au bout de 20 ans et puis de refaire une autre carrière? Et pourquoi n'aurait-on pas le droit de s'installer à 45 ans? Alors même que l'activité peut, on a encore 20 ans d'activité, voire plus. Donc là, la société va apporter dans ces deux schémas de pluriactivité d'une part et diversification de l'activité et de carrières qui peuvent être multiples et successives, les réponses. D'une part, tu m'autorises à t'interrompre parce que, autant que ce soit vivant, tu dis c'est inévitable, le développement des sociétés, c'est bien, ça correspond aux besoins, etc. Alors pourquoi il a fallu faire une loi pour contrôler le développement des sociétés? Enfin, il y a un paradoxe dans le discours professionnel qui me surprend un peu. Voilà, c'est-à-dire que je termine et je te réponds. Sur la société, François l'a montré dans son schéma, elle peut répondre à la diversification de l'activité, voire à la pluriactivité, parce qu'il y a un moment où la diversification n'est plus une activité agricole, mais est une activité commerciale. Et là, donc, on rentre dans un schéma de pluriactivité, et la société permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, permet de gérer cela, je n'y reviens pas. Et la société, elle a aussi la faculté de gérer la continuité de l'activité. Et notamment sur des installations qui vont être soit des installations pour une certaine durée, les générations YZ, je ne sais plus comment on dit, on va les accueillir quand même, et certains s'installent. Et dans les GAEC, ils ne sont pas seulement des agriculteurs de fond de jardin sur 150 mètres carrés de maraîchage. Il y a de vrais projets économiques, je ne dis pas que ceux-là n'en sont pas non plus, mais en tout cas, il y a des projets économiques un peu plus classiques. Et au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ils se disent, voilà, moi j'ai remboursé les emprunts, je vais vendre mes parts sociales et je vais faire autre chose. Et là, la société, en l'occurrence dans mon exemple GAEC, va permettre de gérer la pérennisation, la pérennité de l'activité. Et pourquoi pas, une installation tardive pourrait arriver et reprendre ces parts sociales. L'installation dite tardive, ce n'est pas des cas d'école. Aujourd'hui, c'est un tiers des installations en France. Donc c'est 4 à 5 000 installations par an. Et là-dedans, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est madame qui est remplacée par monsieur, parce que madame est généralement plus jeune. Bah ça ne représente que 20% des 5 000 que j'évoque. Donc il y a une réalité. Il ne faut pas la perdre de vue. Et cette réalité, donc, on est là pour y répondre. Alors par rapport à la question de Hervé, je répondrai quand même une chose avant, c'est que moi je le représente ici en tout cas, un syndicat majoritaire et productiviste, comme on nous qualifie souvent, et un peu traditionnaliste aussi, ça on le dit aussi, plein de totems. Et ce syndicat, il a quand même une envie, c'est pas demain de se retourner et puis de voir que derrière lui, il n'y a plus personne. Donc ce syndicat, il est obligé de se réformer, et on est, comme certains syndicats de salariés, syndicats réformistes, et on a, lors de notre avant-dernier congrès, le dernier était la semaine dernière, à Niort, l'année dernière, ouvert notre syndicalisme. C'est-à-dire qu'on on s'est dit tout à fait ouvert à accueillir toutes ces populations, les Nimains, tout ce qu'on voudra, mais il n'y a pas de raison, et quelque part, pas de raison de fermer, et quelque part, on a, j'allais dire, complètement abandonné, même si ça ressort ça et là, cette définition de l'agriculteur professionnel avec l'idée de ne voir qu'une seule tête. C'est plus ça, et ce sera nécessairement plus ça. Et déjà sur le terrain, dans les fédérations départementales, on voit tous les projets. Et ils adhèrent, alors, ou ils n'adhèrent pas pour des raisons plus politiques, mais en tout cas, des projets originaux, des installations tardives, des choses comme ça, sont adhérents de nos fédérations. Et les présidents et responsables syndicaux ont tout intérêt à aller chercher ces populations-là. Sinon, demain, il n'y aura plus personne. Donc ça, là-dessus, on l'intègre. Maintenant, sur la loi sans passe-tous, je ne voulais pas en parler, mais je suis forcé d'en parler par la question d'Hervé. J'ai ma position à moi, il y a la position de la FNSEA, elles ne sont pas forcément concordantes à tous les niveaux, parce que le débat en interne, il a été passionné et passionnel. Le débat en interne, ça a été, effectivement, est-ce qu'on contrôle tout,
en définitive, c'est presque l'option qui a été prise, ou bien est-ce que ce contrôle doit se limiter à un contrôle à haut niveau, à savoir des sociétés qui vont vraiment dépasser les bornes, hein. Et l'idée d'origine, c'était bien celle de l'excès, de limiter les excès. Donc, dans ce cadre-là, oui, il faut limiter les excès. D'ailleurs, tous les partis politiques, sans exception, ont effectivement, à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, dit nous, on est d'accord pour ça. Donc, la loi s'en passe tous, pour moi, elle a pour objectif cela. Alors après, les débats parlementaires, oui, après, et puis le choix des outils, les choix qui sont faits, notamment des curseurs, aussi une partie est renvoyée dans les départements. Et je ne doute pas que là, les totems on ira danser autour des totems. Et le seuil de déclenchement sera certainement fixé relativement bas. Je n'en doute pas. Donc le plus bas, c'est 1,5. Une fois et demi. Une fois et demi. Oui. Juste un dernier point, c'est pas seulement une question de totem, on danse autour du totem, c'est qu'on traîne des conceptions de politique agricole ou d'outils agricoles qui n'ont plus cours dans aucun autre secteur. De voir un organisme qui est à la fois acteur sur le marché faire la police, même la SNCF ne fait plus ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que, enfin pardon, là je parle plus à titre personnel, mais les inspecteurs généraux ont cette liberté quand même de pouvoir parler un peu. Enfin, il y a des fois, c'est à tomber par terre quand même, hein, qu'on laisse passer ce genre de choses et que des organisations qui se disent modernes laissent aussi passer ce genre de choses. Alors, en mon rôle d'animateur et de modérateur, il faut aussi admettre que quand on regarde au niveau européen, on est plutôt aujourd'hui dans une prise de conscience d'une nécessité de un peu plus réguler, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe, que dans une volonté de plus libéraliser. Je parle sur la question de la détention de foncier. Bon, voilà, nous, on a un système, effectivement, qui est une machine très huilée. Voilà, en termes de régulation du foncier, je ne connais guère que la Pologne qui fasse aussi bien ou mieux que nous. J'entends en termes de régulation, hein, d'effectivité de la régulation. Donc effectivement, la question à la fois... Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une synthèse en se disant que la société, en toute hypothèse, effectivement, est... Alors, le titre de la table ronde, c'était « Essor des sociétés, métamorphose du modèle agricole français », mais en tout cas, peut-être pas, mais témoin de cette métamorphose. On s'en rend compte en vous écoutant, et que peut-être qu'effectivement, victimes de leur succès, les sociétés ont besoin d'être en tout cas d'être regardées comme on l'a regardé dans les lois des années 60, les cessions foncières. Bon, après, encore une fois, c'est la question de savoir où on met le curseur de la régulation qui se pose. Bon, là, il a été posé dans une loi qui a 3 mois, dont acte. On pourra peut-être le faire évoluer dans le cadre de la loi foncière, à la fois sur les outils, mais également sur la conception. Des propositions ce matin ont déjà été plus ou moins esquissées par certains intervenants. Bon, de toute façon, une grande loi foncière nous attend. Je vais laisser la parole au président pour conclure. Mais dans cette loi foncière, on aura, j'imagine, tout loisir de rediscuter et de rediscuter les objectifs, effectivement, à l'aune des atouts que peut procurer la société au monde agricole. Je vous remercie tous les trois. Je pense qu'on peut vous applaudir bien fort.